Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Vraiment, on peut peut-être se permettre de faire un petit tour d'écran avant la présentation, là, compte tenu de nombre de personnes. Alors, je vous salue. Je suis Marie Guindon, je suis directrice adjointe recherche, développement et transfert de connaissances. Alors, bienvenue là, à l'activité présentée aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la mission universitaire. Donc, on pourrait se faire un petit tour d'écran et se présenter tout le monde, si ça vous convient. Donc, je commencerai par Mylène Aubertin-Leheutre. Bonjour, je suis Mylène Aubertin-Leheutre, je suis chercheure au CRUGM dans l'axe prévention et promotion et je vais vous présenter les travaux qu'on mène avec Dr Kergoat depuis plusieurs années afin de favoriser l'autonomie des personnes âgées aujourd'hui. Alors, bonjour Mylène. Marie? Oui, bonjour. Donc, Marie Alliot, moi je suis APPR pour la mission universitaire de l'IUGM. Enchantée. Alors, Manon Fleurant? Bonjour, je suis Manon Florent, coordonnatrice de la recherche clinique au centre de recherche de l'UGM. Alors, Aline Bolduc? Bonjour. Donc, je suis Aline qui travaille au centre de recherche avec Mylène. Je suis la coordonnatrice du ROCGQ, entre autres. Et Nadia? Bonjour, alors moi je suis coordonnatrice de la banque de participants au centre de recherche de l'Institut. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je vais peut-être faire une petite présentation, Mylène, avant de te passer la parole pour ouvrir l'activité. Je voudrais vous saluer tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Donc, je suis Marie Guindon, directrice adjointe, comme je vous le mentionnais plus tôt. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est notre deuxième édition de la semaine de la mission universitaire. Comme vous le savez, tous les instituts universitaires présentent au cours de cette semaine différents projets qui leur tiennent à cœur durant cet événement qui est un événement annuel. Alors, le projet présenté aujourd'hui dans le cadre de cet atelier touche plus particulièrement les personnes âgées. Merci beaucoup à la chercheuse Mylène Aubertin-Leheutre et à Dr Marie-Jeanne Kergoat pour cette belle initiative qui est le projet sur le déconditionnement. Vous allez voir, c'est un projet absolument fabuleux. Prévenir la perte d'autonomie est une grande préoccupation pour l'UGM et l'IUGM pour la santé des personnes âgées. Donc, pensez à un programme qui s'inscrit dans le continuum de soins et mobilise les différents membres d'une équipe font de ce projet un projet riche de sens. C'est dans ce cadre que la direction universitaire de l'enseignement universitaire et de la recherche a eu le plaisir de présenter ce projet au ministère, le projet sur le déconditionnement. Rappelons-nous que le déconditionnement est quand même un volet important du plan d'action du ministère. Donc, on avait une volonté de faire rayonner le projet au plan provincial et ça dans le but qu'il profite au plus grand nombre d'aînés possible sur le territoire du Québec. En effet, pour nous, à l'ADAR, soutenir le développement des savoirs originaux et de qualité est au cœur de notre mission. Les initiatives de nos chercheurs, chercheuses, cliniciens, chercheurs, cliniciennes chercheuses, et particulièrement le projet que nous présenterons, Mme Leheutre Aubertin et Dr Kergoat, vont nous permettre d'en apprécier la portée. L'ADA, Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche, veille au développement de la vie scientifique au sein de l'établissement, notamment en assurant la liaison avec les organismes et les institutions qui encadrent ces activités. Elle développe des partenariats stratégiques avec les organisations, les chercheurs, chercheuses intéressés par les domaines de recherche regroupés au sein de notre établissement. C'est dans cette volonté aussi que notre direction, de concert avec le CRUGM, l'UGM, les cliniciens, ont développé, co-construit un plan de développement, et ça dans une perspective d'interdisciplinarité et d'intersectorialité. Alors, ce plan de développement a été construit avec des chercheurs, des cliniciens, des employés du CRUGM, de l'UGM, de la direction SAPA, de la DSI, la direction des soins infirmiers, de la DSM,
la direction des services multidisciplinaires. Tout le monde a été impliqué dans le processus. Les partenaires externes aussi ont été invités à s'exprimer pour nourrir cette réflexion. L'Université de Montréal, dont la Faculté des arts et des sciences, la Faculté des sciences infirmières, la Faculté de pharmacie, de médecine, le vice-rectorat à la recherche, à la création, à la découverte et à l'innovation, le RUIS, de même que la FADOC et la Fondation de l'IGN. Le contexte pandémique et d'urgence sanitaire connu de tous est venu avec son lot d'urgences et ont retardé la mise en œuvre de notre plan. Nous nous attelons présentement, au sein de notre direction, à la tâche de poursuivre les travaux priorisés par nos équipes et partenaires. On peut relever, entre autres, dans nos projets, le développement de nos créneaux d'expertise ou encore certains grands projets tels le Carrefour du bien vieillir et la communauté bienveillante. D'autres beaux projets de maillage, recherche et clinique, tel le projet présenté aujourd'hui par Mylène, permettent à notre mission universitaire de contribuer au bien-être de la population âgée en misant sur le développement des savoirs et le transfert de connaissances. Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous présenter d'autres beaux projets qui s'inscrivent dans notre mission universitaire et dans notre plan de développement. Entre-temps, je vous laisse découvrir le programme PAC, programme d'activité pour favoriser l'autonomie des personnes âgées après une hospitalisation, et je vous souhaite une excellente semaine de la mission universitaire. Alors, merci. Merci, Mylène. À toi la parole. Donc, merci à tous pour être venus. Donc, il me fait plaisir de présenter vraiment un projet qui a été co-construit avec les cliniciens, avec le CIUS du Centre Sud, et qui visera à mettre de l'activité physique durant et après l'hospitalisation pour favoriser l'autonomie des personnes âgées. Donc, j'espère à la fin de cette présentation vous convaincre de l'importance d'implanter de l'activité physique à travers ce parcours pour les personnes âgées et comme clinicien si vous l'êtes. Donc, très rapidement, le vieillissement, le portrait global de cette population, on en a beaucoup entendu parler pendant la COVID, mais il faut comprendre en fait que nous vieillissons en termes d'espérance de vie, nous vivons de plus en plus longtemps, mais le temps de vie sans limite n'augmente pas autant proportionnellement que le temps de vie avec limite. Ainsi, il est important de trouver des solutions, surtout quand on note qu'au Québec, 45% des coûts de santé sont liés aux 65 ans et plus, et que 25% de nos 65 ans et plus sont considérés fragiles, c'est-à-dire avec des limites, les amenant souvent à côtoyer l'hospitalisation, les urgences ou avoir besoin de soins à domicile. Une des solutions qui est très reconnue, qui est même considérée comme une des priorités de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'activité physique. Pourquoi ? Parce que cette dernière, ici je vous montre une étude parmi toutes celles que j'aurais pu choisir aujourd'hui, mais ce n'est pas l'objet, que l'historique d'activité physique, donc plus vous avez pratiqué tôt d'activité physique et plus vous allez être protégé par la survenue de la fragilité après 75 ans. Donc ça montre qu'il n'est jamais trop tard pour faire de l'activité physique, mais qu'il est important d'en faire si l'on veut éviter de devenir dépendant. Malheureusement, l'hospitalisation est une période où l'on augmente, où l'on exacerbe la période dite d'inactivité physique. Un des problèmes avec l'hospitalisation, c'est qu'en fait 40% des patients qui sont hospitalisés sont des personnes de 65 ans et plus, alors qu'elles ne représentent que 15% de la population. Quand je vous parlais d'inactivité, tout simplement, ce que l'on observe, en fait, c'est que le temps couché augmente de 6 heures au moment de l'hospitalisation comparativement à avant une hospitalisation et que cela est au détriment du temps assis et debout qui, eux, diminuent. Ce qui fait que le temps d'immobilité augmente de 12 heures dans la journée. Cette hospitalisation et donc cette inactivité, elle n'est pas sans conséquence parce qu'en fait, plusieurs études ici nous le montrent. Quand on regarde des patients qui ont été admis et qu'on regarde est-ce qu'ils déclinent avant une admission ou ils déclinent à travers le congé, ce qu'on s'aperçoit très, très globalement ici,
c'est qu'un tiers des patients vont perdre des activités de la vie quotidienne suite à une hospitalisation. Alors, plus précisément, si on essaye de comprendre d'où vient cette perte, ici, il y a une très belle étude faite en 2015 qui a regardé donc des patients admis de 70 ans avant et après l'hospitalisation et qui a essayé de voir quels sont les changements qui pourraient expliquer cette perte d'autonomie. Ils observent une baisse de masse musculaire de 3%, une baisse de force musculaire de 8%, une perte de performance physique. Donc, les performances physiques, c'est le fait de pouvoir se lever d'une chaise, de marcher ou d'effectuer, par exemple, 5 pas, autour de 7 à 12%. Donc, on voit bien que ce n'est pas sans conséquence, l'hospitalisation, et qu'il y a une vraie urgence. Lorsque l'on regarde directement au niveau de deux composantes qui sont liées directement avec l'autonomie physique, soit la masse musculaire et la force musculaire, ici on observe chez 12 participants que seulement 10 jours d'hospitalisation, donc de situation d'alitement, fait perdre 6 et 16% de force et de masse musculaire rétrospectivement. Donc il y a une importance à aller chercher et à contrer ces déclins parce qu'elle n'est pas juste pendant l'hospitalisation, mais elle est aussi après le congé, puisqu'on note que 66% des patients hospitalisés chuteront dans l'année, qu'ils auront 3 fois plus de chances de devenir fragiles, 10 fois plus de chances de développer des incapacités physiques, et surtout, 33% d'entre eux seront admis dans les 3 et 6 mois suite à leur premier congé. Donc, l'activité physique est-elle une solution? En fait, les études nous montrent que oui, ça marche. Par exemple, ici, l'étude d'Izquierdo, qui a mis en place 2 fois par jour, 20 minutes pendant une semaine, une activité physique supervisée sur machine avec un kinésiologue et de façon individuelle. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Tout simplement, ils ont observé que durant l'hospitalisation, les patients qui avaient eu l'activité physique, comparativement à ceux qui ne l'ont pas eu, se sont sentis en meilleure santé fonctionnelle pour 40% d'entre eux, contre à peine 5% dans le cas du groupe contrôle. Et si l'on prend ceux qui pensent s'être détériorés, c'est l'inverse, moins de 5% dans le groupe qui a eu l'activité physique, contre autour de 35%. En plus, l'amélioration qu'il y a eu au niveau de la capacité fonctionnelle, donc de ce qui mène et ce qui maintient l'autonomie physique, elle n'est pas juste significative, puisqu'elle augmente de 2 points, mais elle est aussi cliniquement significative, ce qui résume que l'activité physique est une solution. Néanmoins, mettons un bémol, ce n'est pas toutes les unités de soins qui ont une salle individualisée en exercice, et lorsque l'on a eu la COVID comme en ce moment, on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas la solution à pérenniser, même si elle est idéalement efficace. Au niveau des autres études, qu'est-ce que je voulais vous mettre en avant? C'est que certaines études, eux, ont regardé à quel moment il fallait mettre en place l'activité physique. L'hospitalisation, sa durée peut varier entre 7 jours jusqu'à, dans les unités de courte durée gériatrique, 21-28 jours en moyenne. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'effet immédiat de la mise en place va permettre de réduire le déclin qui est lié à l'hospitalisation. Donc, le message qu'il fallait retenir de cette étude, c'était que plus on intervient tôt, mieux c'est. Maintenant, voir comment on peut faire pour intervenir tôt dans la vie de tous les jours. Les autres études aussi ont montré que au niveau de la motivation, au niveau du plaisir ou au niveau de l'adhérence, utiliser une brochure ou utiliser des technologies pour aider n'améliorait pas forcément significativement cette motivation, ce plaisir et cette adhérence. Donc, on n'est pas obligé d'aller forcément dans le tout technologique pour augmenter non plus la mise en place d'activités physiques. Malgré ces évidences qui sont là depuis plus d'une dizaine d'années, lorsque l'on regarde le bilan et le report de l'activité physique au Québec, de la mise en place durant ou post-hospitalisation, elle n'est pas automatique. Elle est autour de 0% dans certaines unités ou 25% dans les plus belles unités de courte durée de gériatrie. Donc, malheureusement, cette absence d'activité physique-là, qui pourrait contrer ces fameux déclins-là,
est une problématique. Donc, quelles sont les barrières? On a essayé d'interroger les gens, puis on a regardé la littérature. Pour le patient lui-même, peur de se blesser, limitation de santé, pas de service ou pas de groupe d'exercice spécifique, un manque de prescription spécifique. Pour les équipes de soins, on parle du médecin, du préposé aux bénéficiaires, de l'infirmière, des physios, manque de savoir ou manque de formation, manque de ressources professionnelles. Il n'y a pas de kinésiologue, par exemple, des spécialistes en activité physique dans les unités. On vient d'en apercevoir grâce à la politique de déconditionnement qui vient d'être faite suite à la COVID, mais ils sont encore peu nombreux. Il y a un effet d'agisme. Même si on est dans des unités de gériatrie, beaucoup pensent que c'est pas adéquat de leur donner de l'activité physique, que ça va fatiguer, abîmer le patient. Et souvent, l'autre problématique, c'est le manque de temps. Au niveau des hôpitaux, donc des gestionnaires, il y a une idéologie du soin. On est là pour guérir. Il y a un coût, donc c'est ça l'important. Il y a un manque de ressources et il y a un manque de professionnels. Il y a un manque d'espace ou de besoin de matériel. Et il y avait des questionnements, même avant la COVID, sur la propreté, aussi sur la sécurité, si on devait laisser le patient le faire lui-même. Alors, notre objectif de ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui très rapidement, c'est des études, une que l'on a mis après l'hospitalisation et une que l'on a mis pendant l'hospitalisation. Donc, tout de suite, je vais vous aborder l'étude pendant l'hospitalisation. Donc, comment elle s'est faite? C'est une étude qui se fait vraiment en co-création, que ce soit l'étude 1 ou l'étude 2. Donc, on rencontre d'abord les milieux pour savoir est-ce que l'outil, quel genre d'outil vous voudriez, de quoi on part, qu'est-ce qui pourrait exister. Et ce qui a été plus ou moins pensé, c'est d'essayer d'avoir une implantation qui est peu ressources demandantes et qui pourrait être implantable à travers tous les hôpitaux. Donc, un ajout d'identification de personnes à qui ça serait important de l'implanter, un arbre décisionnel pour qu'il n'y ait pas de biais de décision, une prescription faite par le médecin parce que la blouse blanche a toujours un effet, et finalement, l'apprentissage d'une séance pour permettre aux patients de repartir. Dernièrement, on a aussi rajouté le lien avec le soutien à domicile qui permet de faire des suivis à domicile pour savoir, un peu comme quand vous prescrivez un médicament, est-ce que tout va bien avec votre prescription médicale. Donc, l'arbre décisionnel, pourquoi on l'a fait? Parce que beaucoup d'études montraient qu'il y avait des implantations dans les hôpitaux, mais que c'était très subjectif d'un hôpital à l'autre. Nous, ce qu'on veut être sûr, c'est que M. Tremblay, qui soit hospitalisé à l'UGM, à Chicoutimi ou à Québec ou encore dans les Laurentides, il est le même programme. Donc, cet arbre décisionnel, il a été fait en focus group multidisciplinaire. On a choisi des tests et ces tests, en fait, selon les scores que les patients obtiennent, qui sont réalisés par les physiothérapeutes, donnent 27 programmes d'activité physique. Cet arbre, il peut être fait par les physiothérapeutes, mais il pourrait être fait par les kinésiologues si les hôpitaux ont ce professionnel aussi. Donc, l'étape 2, une fois qu'on a créé l'outil, qu'on a pensé à l'outil et à ces 27 programmes, on a voulu aller le tester. Donc, on a, durant une certaine période, eu 100 patients hospitalisés, 56 étaient éligibles, et sur ces 56, parce qu'on était quand même dans un processus de recherche, ils avaient le droit d'accepter ou de refuser le soin, et 33% ont accepté. Donc, ça veut dire qu'on était capable, comparativement aux autres programmes de d'habitude, d'aller chercher ou prescrire 56% du programme à 56 patients s'il était admis comme un soin, contrairement à 20% dans l'hôpital pour lequel on a testé le programme auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ceux qui ont participé et ceux qui ont refusé, on n'avait pas de différence, que cela soit en âge ou même au type de cause de diagnostic ou même dans la durée du soin ou au niveau cognitif. Donc, ça montre bien que ce n'était pas un biais de sélection. Ce que l'on observe, par contre, au niveau de notre faisabilité d'implantation, essentiellement, c'est le programme A12 qui est ici en figure, qui a été prescrit dans 53% des cas. Il faut se rappeler que c'est un programme qui est à faire tous les jours et qui est à faire de façon non supervisée et quotidiennement à domicile pendant 12 semaines. Ce que l'on remarque, en fait, c'est que 65% des participants ont dépassé les recommandations, c'est-à-dire plus de 3 sessions par semaine, et que l'adhérence était autour de 71%. Donc, ils ont réalisé 59
des 84 séances, même si le programme était non supervisé. Maintenant, au niveau de la faisabilité et acceptabilité. Donc, au niveau du patient, 76% considèrent avoir énormément de plaisir à avoir réalisé le programme. 59% se disent satisfaits et 23% se disent très satisfaits face à cette prescription. Au niveau des professionnels de la santé, 71% ont rapporté que ça ne rajoutait pas une charge incommensurable de travail et donc il était faisable. Et 88% ont considéré que c'était pertinent, voire très pertinent, d'implanter ce programme dans leur pratique comme un soin. Maintenant, au niveau des effets, la première chose sur laquelle on pourrait penser ou auquel il faudrait agir, c'est les chutes. Je viens de vous dire, il est non supervisé, donc le risque de chute pourrait être important. Puisque, en effet, il est reconnu qu'un aîné sur deux âgé de 80 ans et plus va chuter. 3 mois avant l'hospitalisation, 62% de ces patients-là étaient chuteurs, et après les 12 semaines, il n'y a que 35% d'entre eux qui ont chuté, et les chutes n'étaient pas liées pendant ou à cause du programme d'activité physique. Au niveau des effets, même si on avait un petit nombre, ce que l'on s'aperçoit en fait, c'est qu'on a amélioré et la vitesse de marche et la capacité cardio-musculaire des personnes, ce qui est statistiquement significatif, mais surtout cliniquement significatif. L'étape 2, ça a été donc de rencontrer de nouveau ces milieux, puisqu'on est dans une étape de co-création, et voici les améliorations qu'on a fait. Suite au retour des cliniciens et au retour des patients, on a ajouté un objectif de marche aux exercices afin de mobiliser les gens. Et les patients trouvaient que c'était difficile de rester toujours avec le même programme pendant 12 semaines. Donc, il y a une autoprogression qui leur permet de monter d'un petit niveau au niveau de l'intensité ou de la difficulté de certains exercices une fois qu'ils ont complété toutes les grilles, que ce soit dans les séances réalisées, dans le sentiment d'avoir fait ça en sécurité ou dans le sentiment d'avoir trouvé ça facile de le faire. Au niveau du patient encore, on a aussi ajouté une question de douleur et engendré des consignes par rapport à la douleur pour savoir s'il y a une douleur, quoi faire, et s'il n'y a pas de douleur, qu'est-ce que nous pouvons augmenter ou pas. Je vais maintenant vous parler de l'étude pendant l'hospitalisation, per-hospitalisation. Donc, toujours sur le même principe de co-création, toujours sur le même principe d'éviter à M. Tremblay de ne pas avoir le même soin qu'il soit dans le Saguenay, en Gaspésie ou sur l'île de Montréal. On a co-créé, en accord avec des kinésiologues et des physiothérapeutes, un arbre décisionnel qui permet de prescrire des programmes d'activité physique. Voici les 5 niveaux d'activité physique. Ça va du rouge pour les gens qui peuvent peu ou pas se mobiliser, jusqu'au bleu pour les gens les plus actifs. Et tous les programmes, sauf le programme rouge, parce que ces gens-là sont peu mobiles ou pas mobiles, ont un objectif de marche. On a aussi changé la donne au niveau de l'hospitalisation. Beaucoup des programmes étaient sous la responsabilité du médecin, de l'infirmière, du physio. Et nous, on a changé cette donne-là suite à notre système de co-création et on est allé dans la responsabilité du patient dans son activité physique. Donc, c'est au patient de compléter son cahier, c'est au patient de nous dire s'il a fait le programme. Et on a ainsi impliqué toute l'équipe de soins, puisqu'on va même jusqu'au préposé aux bénéficiaires, qui est là pour encourager, voire rappeler au patient, tout simplement, si cognitivement il ne s'en rappelle plus, que c'est le moment de proposer et de commencer son programme d'exercice. On a aussi mis en place, ce qui n'existait pas dans les autres études, une prescription spécifique qui est donnée, parce qu'en effet, il y a l'effet de la blouse blanche et l'effet de la prescription, mais aussi un effet du médecin qui suit sa prescription à tous les jours quand il vient dans sa visite pour savoir « Monsieur Tremblay, avez-vous fait votre prescription d'activité physique ?» Oui, non. Et selon la réponse de Monsieur Tremblay, donner des rétroactions coordonnées pour l'encourager à se mobiliser. Alors, quelle a été notre étude? Notre étude pilote, elle a été menée de mi-octobre à mi-mars. Comme tout le monde le sait, à partir de mi-mars, il y a eu la COVID-19 et les systèmes de soins ont changé. On avait réussi à impliquer 12 patients dans le groupe match, 12 patients dans le groupe contrôle, âge moyen de 80 et 83 ans,
Essentiellement, 60%, 75% étaient des femmes et la vitesse de marche était assez faible pour les personnes qui étaient là. Au niveau de l'implantation, donc le patient arrive, on a des tests d'éligibilité, on fait l'arbre décisionnel, on prescrit. Je vous ai dit juste avant de commencer l'étude qu'il fallait y aller le plus vite possible. Eh bien, on est capable de mettre en place match en 3 jours dans les durées de séjour de 22,5 en moyenne dans l'unité dans laquelle on était. Donc, au bout de 3 jours, on est capable de faire mettre de l'exercice chez la personne et de l'implanter. Ce que l'on a remarqué, en fait, c'est que sur les 22 jours d'hospitalisation, les patients ont réalisé durant 18 jours leur programme, donc 80% du temps d'hospitalisation, ils ont fait leur programme d'activité physique. La rétroaction du médecin au chevet du patient, dans 90% du cas, elle a été donnée à tous les patients et à chacune des journées d'hospitalisation. Au niveau de la faisabilité d'exécution, on demandait aux patients de le faire 3 fois par jour, son programme, avec l'idée que les cadres théoriques nous disent que 2 fois est largement suffisant. Il faut toujours en demander un peu plus pour essayer d'avoir le minimum escompté. Donc, un petit peu le matin, l'après-midi et le soir, mais ils sont libres de le faire quand ils veulent. Qu'est-ce que l'on remarque? C'est le programme vert que l'on a prescrit le plus, dans 67% des cas, 8% des cas orange et jaune et 17% le programme bleu. Pas de programme rouge dans notre phase pilote. Et ils ont fait en moyenne 2 séances par jour sur les 3 qui étaient fortement recommandées. Donc, ils ont été au-delà de nos recommandations et de notre espoir. Au niveau de l'acceptabilité et de la faisabilité, tant l'équipe de soins a trouvé que c'était adéquat dans 80% et satisfaisant par rapport à leur attente de mettre en place ce programme, que pour le patient qui était dans 90% très satisfait de faire ce programme et 100% ont déclaré avoir du plaisir à exécuter ce programme pendant leur séjour. Au niveau de l'efficacité pour le milieu, ce que l'on remarque surprenamment, en fait, c'est que les nombres de traitements par patient ou le traitement relatif par rapport au nombre de jours d'hospitalisation étaient significativement plus bas chez les gens qui étaient match par rapport au groupe contrôle, même si physiquement, les raisons d'hospitalisation, l'âge, le temps de séjour, la cause de séjour n'était pas différente d'un groupe à l'autre. Donc, ça peut penser que même si on a un enseignement à faire, le temps contact est peut-être plus faible pour différentes raisons quand on implémente match et donc avoir une certaine économie pour les gestionnaires et l'implantation de ce programme-là. On n'a pas de différence significative, mais on a une différence clinique ou en tout cas économique en termes de durée de séjour, puisque les patients match sont durés en moyenne 22,5 jours contre 24,5 pour le groupe contrôle. Au niveau de l'efficacité pour le patient, je vous présente rapidement l'un des résultats les plus pertinents. En fait, ce que l'on s'aperçoit, c'est que le temps pour réaliser un assis debout pendant 5 fois a significativement diminué dans le groupe match alors qu'il n'a pas bougé dans le groupe contrôle et qu'il y a vraiment un effet de supériorité. Implanter match améliore significativement plus la puissance des membres inférieurs puisque ce test-là calcule ou est un proxy pour la puissance des membres inférieurs que les gens qui ont eu les soins traditionnels dans l'unité de soins. Est-ce que c'est vrai que ce soin-là, il est efficace si on est chez des chuteurs? Je vous rappelle, on responsabilise le patient, ça peut être une crainte de la part des équipes de soins. Je vous rappelle aussi que 43% des chutes sont des cas à l'extérieur ou à domicile et que la prévalence est énorme chez nos 65 ans et plus. C'est la première cause d'hospitalisation, que ça engendre 12 000 décès par an et que ça coûte au système de soins 2 milliards de dollars par an. Alors, de ces 12 de match et de ces 12 contrôles, nous avions 6 chuteurs dans chacun des groupes de façon vraiment aléatoire. Pas de différence au niveau d'âge, qualité de vie identique auto-rapportée, sphère de mobilité approximativement identique ou pas significativement différente, et le nombre de chutes
était approximativement le même entre nos groupes shooters. Bien sûr, ils étaient significativement différents avec le groupe non-shooter. La peur de chuter était identique entre nos groupes et le niveau de capacité fonctionnelle était identique, c'est-à-dire que c'est des gens pré-fragiles ou pré-disabled selon le critère du SPPB. Au niveau de l'acceptabilité, donc le match non-shooter et les matchs shooters, ce que l'on s'aperçoit en fait, c'est que les matchs shooters ont tendance à réaliser plus leurs séances que les matchs non-shooters. 84% des séances pour les shooters contre 53% pour les non-shooters. Le niveau de satisfaction était très satisfait ou satisfait pour les non-shooters et chez les shooters, donc notre sous-groupe de 6, très satisfait dans 67% des cas. L'utilisabilité, donc la pertinence d'utiliser ce match était identique chez nos shooters et nos shooters avec 86 et 71% rapportés d'utilisabilité face à l'outil. Au niveau de l'efficacité pour la santé, donc on s'aperçoit en fait que la vitesse de marche, elle a augmenté tant chez les gens shooters significatif, elle tendait à s'augmenter chez les gens shooters qui ont eu match et pas chez les gens avec le soin usuel. Le temps pour réaliser le test de 3 mètres time up and go, donc se lever d'une chaise, marcher 3 mètres, revenir et s'asseoir d'une chaise, a significativement diminué dans le groupe shooter match, mais pas dans le groupe usuel shooter. Et pareil pour l'équilibre, il y a eu une amélioration significative du temps d'équilibre ou du score d'équilibre avec le Berg chez nos matchs shooters, mais pas significative chez nos usuels shooters. Au niveau pour le milieu, ce que l'on s'aperçoit en fait, c'est que les soins en réadaptation étaient différents, plus faibles chez les matchs, et cette différence engendre une économie encore au niveau du patient. Et encore une fois, le durée de séjour ici était significativement différente et cliniquement significative, puisqu'on avait 23 jours de durée de séjour pour les match shooters contre 34 jours pour les usuels shooters. Maintenant, la COVID nous a forgé de nous dire, est-ce que c'est implémentable dans les unités COVID? Est-ce que cette solution, en fait, elle est pérenne si jamais il nous arrive une autre pandémie? Alors, ce que l'on a montré, en fait, avec le professeur Roland de l'Université de Toulouse, c'est qu'il y avait des impacts dévastateurs de la COVID dans la mise en place de mesures sanitaires qui étaient la réduction de la mobilité des patients. On devait diminuer le temps de contact, on devait éviter de rentrer dans les chambres et ça a eu un effet énorme, c'est-à-dire que ça a augmenté le déclin physique et fonctionnel de ces patients hospitalisés. Et la littérature aujourd'hui confirme nos premières observations. Au moment de la COVID, la Société européenne de gériatrie a recommandé match comme mise en place pour essayer de prévenir l'autonomie des personnes âgées. Même si on était juste dans une phase pilote, c'était la solution qui semblait la plus pertinente. Alors, on a réussi à avoir un financement pour mener une étude pilote en France, cette fois-ci, et plus au Québec, dans une unité COVID. On a réussi à implanter durant cette phase-là pilote 11 patients. Ils avaient 87 ans. En moyenne, 63% d'entre eux étaient des femmes. Ils vivaient à domicile pour 83% d'entre eux. Il y avait bien un diagnostic de la COVID. Le nombre les causes de médication étaient à peu près identiques chez tout le monde, c'est-à-dire 50% pour des causes pulmonaires, 25% pour des problèmes cardiaques ou d'arthropathie. Au niveau de l'implantation, l'équipe a trouvé ça satisfaisant dans 82% des cas et il y avait une adhérence de 53% dans le programme. Ce programme a pu être implanté dans 25% des patients, donc c'est toujours mieux que zéro. Et finalement, le temps d'implantation que ça a pris à une équipe qui n'a pas été liée au programme de co-création était entre 15 et 20 minutes, ce qui était considéré comme satisfaisant par les équipes. Et ce que l'on remarque, en fait, c'est que les activités de la vie de tous les jours ont eu tendance à augmenter. On est proche de la signification, mais on l'est au niveau clinique, suite à l'intervention et donc suite à l'ajout de la COVID, du match dans ces unités COVID de personnes âgées. On ne voit pas d'effet significatif dans les autres tests. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a des améliorations malgré tout
même si elles ne sont pas significatives, certainement liées au nombre de patients. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de ce discours? C'est que on est dans l'implantation et dans la mise en place d'une co-création, qu'on a des fois pas de groupe contrôle encore ou que l'EMD n'était pas assez impliqué. Donc, on a changé tous ces modus operandi suite à notre système de co-création avec ses retours et que l'on est maintenant en place dans plusieurs milieux pour implémenter ce que l'on appelle PAT 2.0. Et qu'est-ce que c'est PAT 2.0? C'est combiner match et pas, donc pendant et après, et voir est-ce que c'est important de prescrire les deux ou de prescrire un des deux, où en fait le soin usuel est beaucoup plus efficace. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Dr Kergoa, avec qui je co-dirige ces projets, et toute l'équipe qui est autour. Donc, vous nous voyez avant la pandémie et après dans les unités de soins avec tous nos équipements pour éviter et permettre ces équipes. Vous pouvez me joindre à travers ces réseaux, mais aussi remercier les organismes subventionnels. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mylène. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Puis on voit la portée d'un projet comme celui-là. Vraiment, un gros merci. C'est maintenant une petite période de questions, de commentaires. S'il y a des gens là, qui avaient des questions, c'est le moment pour... Alexandre. Ouais. Bonjour Mylène. Merci beaucoup. Magnifique présentation. Je suis vraiment content de voir on le sait bien, l'activité physique, c'est quelque chose qu'on va privilégier dans un contexte hospitalier. Et j'ai deux questions, ou trois questions probablement. J'ai vu dans ta deuxième étude et il me semblait voir que le Folstein était autour de 10. Et alors, c'était toute une population avec des troubles neurocognitifs? Oui. OK, super. Alors, c'est excellent. En fait, on n'a pas exclu les gens avec des troubles neurocognitifs. Ce qu'on faisait, c'est que quand il y avait un trouble neurocognitif, on avait beaucoup plus d'aide, par exemple, du préposé aux bénéficiaires. Là était l'important. C'est pour ça qu'il y a des petits symboles. Ils peuvent le faire seuls ou ils peuvent le faire accompagnés. Mais on ne le faisait pas faire par les équipes de physio, par exemple, dès le départ ou par les infirmières, parce qu'on sait qu'elles sont déjà surchargées. Donc, on a essayé de responsabiliser d'autres ressources qui existent dans nos unités et qui sont ces préposés qu'on oublie souvent, mais qui devraient faire encore plus partie de la solution dans ces problématiques-là. Merci beaucoup. Puis la deuxième question, et pour les gens qui ont décidé de ne pas participer, quelles étaient les raisons qu'ils donnaient? Souvent, le mot recherche fait peur parce que là, on était vraiment dans la recherche. Donc maintenant, pour la phase que l'on est en train d'implanter, on n'est plus dans un mot recherche, on a deux phases. On a un soin, puis après, on a un volet recherche. Donc, les patients acceptent le soin. Et après, s'ils acceptent le soin, on leur demande acceptez-vous de faire partie de la recherche pour voir les effets plus scientifiquement importants à l'intérieur de ça. Donc, depuis qu'on a fait ça, le taux de refus est beaucoup plus bas d'un point de vue de l'adhésion aux soins, entre guillemets, aux soins en activité physique. Et c'était vraiment une des raisons principales. L'autre raison aussi, c'était que certains ne se sentaient pas capables de le faire sans l'accord de leur proche aidant. Et des fois, quand ils avaient à poser l'accord, le proche aidant n'était pas là. Donc, une des raisons, c'était aussi ça, l'absence du proche aidant au moment où on les contactait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on double vérifie, on leur dit, si vous n'êtes pas sûr, on peut contacter votre proche aidant avec votre accord. Et une toute dernière question, qui est comme en dehors de ta présentation. Et en psychologie clinique de la santé, on a souvent des requêtes justement de l'équipe d'officio ou de l'URFI et pour des personnes âgées qui veulent pas se mobiliser, qui veulent pas participer au programme. Et tu as mentionné dans une de tes diapos parce qu'ils ont peur de se blesser au moment donné ou à cause de la douleur. Est-ce que connais-tu des programmes qui ciblent plus cette partie comme et de travailler sur l'intention, la motivation et la préparation de la personne avant de participer à un programme d'exercice?
Oui, alors, pour te répondre, au niveau des cliniques externes, on ne l'a pas présenté aujourd'hui parce que on garde des cartes, mais on est déjà en train de mettre en place le même style de programme dans les cliniques externes parce que c'est la même problématique. Clinique externe de cognition, pas de recommandation en activité physique dans les soins. Clinique externe générale, des recommandations seulement pour ceux qui ont des soins en réadaptation. Donc là, on a fait mettre en place un kinésiologue qui, avec l'accord du médecin qui fait un ordre décisionnel subjectif à travers des questions, prescrit un programme et on y arrive. La première chose, je pense, c'est l'encadrement. S'ils se sentent encadrés au moment de l'enseignement, les personnes vont être motivées à l'intérieur de ça. La présence du médecin, je ne sais pas si vous l'avez noté, Alexander, mais on a rajouté une prescription et on a rajouté un suivi du médecin. Cette prescription, elle paraît rien, mais elle est hyper importante dans la motivation. Parce que la première chose pour motiver des personnes âgées à faire de l'activité physique, c'est une motivation extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur. Et l'effet de la blouse blanche est très important. C'est pas le physio qui peut malheureusement, ou le kinésiologue, dire à la personne, vous devez le faire. Si le médecin le dit, il a encore ce pouvoir-là pour rendre la pertinence de la programmation. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté des choses à l'intérieur de ça. Et on fait aussi des suivis. Quand ils sont à domicile, après l'hospitalisation, on fait 5 appels pour savoir si tout va bien, soit par le SAD et pour voir leur motivation et pour voir leurs problématiques. Et s'il y a un problème noté, le SAD nous contacte, puisqu'ils n'ont pas de kinésiologue, pour que nous prenions la partie kinésiologie du conseil, pertinence par rapport aux peurs, etc. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Oui, Mylène? Oui. Une petite question. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent influer sur les résultats du programme, par exemple le niveau d'éducation, le fait que des personnes âgées étaient d'anciens sportifs, qui exerçaient une activité physique de manière régulière lorsqu'ils étaient plus jeunes? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les résultats? Alors, niveau socio-économique aussi, pourquoi pas. Au niveau socio-économique, ce qu'on s'aperçoit, c'est connu de façon générale. On sait que plus on est éduqué, plus on va avoir tendance à adhérer à un programme d'activité physique et donc à prendre soin de soi et donc avoir un impact plus positif. La pratique avant d'avoir eu une hospitalisation ou d'avoir eu un problème de santé est un capital. Ces gens-là partent avec une meilleure santé musculaire, une meilleure santé physique que les gens qui ont été sédentaires toute leur vie. Donc, par le fait d'avoir été actif avant, vous allez avoir une tendance à avoir moins de dommages de l'hospitalisation et certainement aussi de répondre un peu mieux au niveau de l'activité physique. Par contre, on le répète et on le répète, il n'est jamais trop tard pour commencer de l'activité physique. C'est pas grave si vous n'en avez jamais fait, vous allez en bénéficier dans tous les cas. Un petit peu moins peut-être, mais des fois, c'est même beaucoup plus. Parce que comme vous êtes parti de beaucoup plus bas, vos effets vont être beaucoup plus importants en relatif, pas en absolu. Donc oui, c'est des facteurs qui interviennent, mais c'est pour ça qu'on essaye de le mettre chez tout le monde et chez toutes les populations maintenant dites fragiles qu'on excluait beaucoup avant. Y a-t-il d'autres questions? Stéphane, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, parfait. Merci, Mylène. De rien. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Alors, prochaines étapes, on est en ce moment à se déployer. Pour les unités Covid, on vient de finir une étude sur 4 hôpitaux en Europe. Ça, c'est la première. On est en train de voir les orientations. Et maintenant, on a aussi donc mis en place un essai randomisé multisite où on est dans plusieurs hôpitaux au Québec et petite couronne et grande couronne de Montréal. Et on est aussi en train de voir, parce qu'on m'a interrogé jusqu'au Saguenay, à me dire oui, mais pour les régions éloignées, que se passe-t-il? Donc, on est même aussi en train de tester ces programmes-là à plus grande échelle dans ces populations-là. Donc, ça, c'est les prochaines étapes. Et on est aussi
en partenariat avec le gouvernement pour voir comment pérenniser cet outil-là qui semble pertinent pour tous les outils et qui sont de plus en plus recommandés par les sociétés savantes de gériatrie. D'accord, merci. Merci. C'est des essais randomisés contrôlés? Oui, pour les nouveaux, c'est des essais randomisés contrôlés dans les milieux. Donc, c'est en co-création soins et recherche. Donc, il y a un volet soins et un volet recherche. Et on a, pour ceux qui sont dans les soins, dû travailler très fort puisque notre essai randomisé a commencé en mars 2020. Pendant la COVID, où les unités ont disparu, où les organisations ont disparu et où les équipes étaient fatiguées, mais on ne lâche pas. On a espoir de finaliser ça sous peu. Donc, je remercie tout le monde pour votre présence à cette mission universitaire. J'espère que le thème aura été pertinent, qui vous aura convaincu en tout cas de faire bouger au maximum vos patients, qu'ils soient hospitalisés ou tout simplement en visite dans vos cliniques. J'espère que j'aurai convaincu les gestionnaires que les kinésiologues ont de la place dans vos unités de soins parce qu'on a un important besoin de mobiliser les patients et on s'aperçoit que de plus en plus avec la COVID, on manque de ressources en réadaptation et que c'est un métier qui devrait exister autour de vous. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine de la mission universitaire et je vous souhaite aussi un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Merci, au revoir.